We should be very careful about artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. So we need to be very careful with artificial intelligence. Depuis quelques semaines, les médias traditionnels et les réseaux sociaux s'emballent autour de l'intelligence artificielle et notamment l'outil le plus populaire au moment où je tourne cette vidéo, ChatGPT. Autour de moi, notamment chez les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les formateurs, les thérapeutes, les freelances et chez différents experts, il y a deux principales réactions. Numéro 1, oh putain de merde, l'intelligence artificielle est en train de détruire nos métiers. Et ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Déjà que c'est de plus en plus compliqué avec les exigences de plus en plus élevées des clients, la concurrence de plus en plus féroce et tous les autres problèmes inévitables du quotidien. On est vraiment mal barré, on est dans la merde. Réaction numéro 2, oh putain de merde. C'est génial, je vois plein de possibilités et d'opportunités pour m'aider au quotidien et surtout pour gagner énormément de temps. C'est fou ce qu'on peut faire avec. Ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution qui ne date pas d'hier, mais surtout qui va s'accélérer dans les prochains mois et surtout dans les prochaines années parce que les enjeux sont gigantesques. En clair, la bataille va s'accentuer. Beaucoup d'entrepreneurs et d'experts sont extrêmement inquiets, ils s'interrogent et voient ce changement d'un très mauvais œil. Autre certitude, c'est que la courbe d'adoption de l'intelligence artificielle, contrairement aux NFT par exemple, sera très certainement beaucoup plus linéaire et beaucoup plus prévisible. Le sociologue Everett Rogers, décédé en 2004, connu principalement pour sa théorie de la diffusion des innovations, qui s'est inspiré du diffusionnisme, une théorie populaire en anthropologie et en sociologie qui, selon Wikipédia, est une appréhension des cultures humaines par leur distribution dans l'ère, leur historicité et les dynamiques géographiques associées. Cette théorie a été développée et popularisée par de nombreux experts européens, dont le sociologue français Gabriel Tardet. Everett Rogers a publié dans son livre Diffusion of Innovation, publié en 1962, la courbe qui présente les 5 étapes d'une évolution d'une innovation. Cette théorie est considérée comme pertinente par de nombreux experts, dont Raymond Vernon, un économiste américain, professeur d'Harvard qui a contribué au développement du plan Marshall pour expliquer le cycle de vie d'un produit innovant sur son marché. Étape 1, les innovateurs. Ce sont les premiers clients les plus sensibles à la nouveauté. Ils achètent ou investissent sans avoir besoin de beaucoup de réflexion ou de retour client. Il estime en moyenne qu'ils représentent près de 2,5% de la population. Étape 2, les early adopters, que l'on peut traduire par les premiers adeptes. Cela correspond aux personnes qui achètent rapidement parce qu'ils sont certes plus frileux que le précédent groupe, mais tout aussi fascinés par l'innovation. Statistiquement, ils représentent près de 13,5% de la population. Étape 3, la majorité précoce, qui regroupe des clients ou des utilisateurs plus prudents qui ont besoin de plus de réflexion et de plus de retour d'expérience avant d'acheter. Ce groupe représente près de 34%. Étape 4, la majorité tardive qui a besoin d'un grand nombre de preuves, de retours et d'avis. Ils sont très sensibles à l'effet de bandwagon, appelé également effet de mode, qui est un biais cognitif qui se traduit par le fait de sauter dans le wagon, en marche. En d'autres termes, il se caractérise par un comportement, une attitude et une croyance basée sur le fait qu'un grand nombre de personnes l'a adopté. Vous avez forcément des exemples d'attitudes de moutons de Panurge, pas vrai? Eux aussi représentent près de 34%. Et enfin, étape 5, les retardataires. Comme vous l'avez compris, ce sont les plus réfractaires à l'innovation qui s'appuient beaucoup sur l'aspect rationnel. Ce sont les derniers à accepter la nouveauté. Ils représentent près de 16% de la population. Cette courbe à garder en tête est très intéressante, notamment dans le cadre d'un projet, d'un business, d'une activité ou encore d'un lancement. Je vous laisse deviner à quelle étape se trouve l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. Nous verrons à la fin de cette vidéo quelle va être la prochaine étape. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, la genèse et les prémices de l'intelligence artificielle ne datent pas d'hier. C'est une histoire qui remonte à minima à 1943, c'est-à-dire il y a près de 70 ans en arrière, durant la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de nouveaux scientifiques dans de nouvelles disciplines telles que les neurosciences et l'informatique. Un mathématicien britannique, Alan Turing, et son compère, un neurologue, Gray Walter, passionnés de robots, vont commencer à s'intéresser aux challenges et aux multiples défis liés à
à l'intelligence des machines. Il développe alors l'un des premiers robots du XXe siècle qu'il surnomme les tortues, qui vous rappellent d'ailleurs d'autres modèles, pas vrai? Ils réussissent l'exploit d'arriver à développer des robots sensibles à la lumière et au toucher, capables de se déplacer dans un environnement contenant même des obstacles, tout en étant capables de retourner à leur station de charge de manière autonome. Rappelons que nous sommes dans les années 40. C'est fascinant, pas vrai? Si on fait un bond de près de 7 ans, en 1950, Isaac Asimov, un auteur de science-fiction, publie iRobot, une collection de nouvelles avec l'idée d'une machine intelligente qui va notamment inspirer le film de science-fiction du même nom de 2004 avec Will Smith. Le terme d'intelligence artificielle apparaît pour la première fois en 1956 lors d'une conférence organisée à l'université de Dartmouth dans le New Hampshire aux US par John McCarthy, un mathématicien de renom, et Monsieur Marvin Lee Minsky, un scientifique expert notamment en sciences cognitives. Ces deux compères vont influencer et inspirer de nombreux autres experts scientifiques, cinéastes et réalisateurs. En 1969, Shaky le robot, le premier robot générique capable de raisonner sur des actions grâce à une caméra, un télémètre lui permettant de mesurer la distance entre des éléments qui l'entourent et des capteurs tactiles lui permettant de déplacer des objets, voit le jour au sein de l'Artificial Intelligence Center à Stanford. Ça vous rappelle quelque chose, pas vrai? Oui, les tortues. En 1996, c'est la naissance de Deep Blue, le super ordinateur d'IBM qui va battre le champion du monde d'échecs en titre, Garry Kasparov. En 2002, l'entreprise iRobot, crée le premier robot aspirateur Roomba qui ouvre les perspectives du nouvel ère. Ça vous rappelle quelque chose, pas vrai? Oui, les tortues. En 2005, c'est l'arrivée officielle des premiers robots de combat. En 2007, la sortie de l'iPhone signe le début de la démocratisation des smartphones et donc les prémices de la démocratisation de la reconnaissance vocale, entre autres. En 2010, les robots danseurs. En 2014, les voitures autonomes. En 2021, Elon Musk annonce une production future de robots humanoïdes, les Optimus. Le 30 novembre 2022, c'est la sortie officielle de la dernière version de ChatGPT, le chat ou l'agent conversationnel, si on veut une traduction française plus poétique, créé par l'association. Oui, à la base, sur le papier, j'avais dit sur le papier, c'est une association. L'association OpenAI, co-créée par Elon Musk en 2015. Tiens, vous croyez au hasard, vous? Bon, je vous ai relaté les principales évolutions publiques de l'Ouest en faisant des bonds dans l'histoire, mais il faut savoir que l'Est, et notamment la Chine, la Corée du Sud et le Japon, travaillent sur le sujet également depuis des lustres sur les mêmes questions, comme vous l'imaginez, tout comme l'Europe. D'ailleurs, selon une étude de la Fédération internationale de la robotique, The International Federation of Robotics, publiée en 2021, les 3 pays que je vais de citer caracolent en tête en termes de densité de robots, notamment industriels. Je vous ai parlé des années 40 avec Gray Walter et les tortues, mais en réalité, on pourrait remonter encore le temps pour trouver des inspirations de l'intelligence artificielle avec par exemple le roman Frankenstein, publié en 1818, qui relate l'histoire d'un cadavre, donc par définition un être sans vie, qui prend vie et s'appuie sur son intelligence pour se venger. On pourrait même remonter à l'époque des premiers automates reconnus comme le canard artificiel de Jacques de Vaucanon en 1738, le lion de Léonard de Vinci en 1515, sans oublier les carrousels à vapeur d'Héron d'Alexandrie, en passant par les automates du turc Al-Jazari au XIIIe siècle, ou encore celle du chinois Jiman, un siècle avant Jésus-Christ. Je pourrais continuer de remonter le temps en citant les hommes mécaniques et les êtres artificiels présents dans la mythologie grecque et l'Égypte ancienne. Bref, comme vous l'avez compris, de tout temps, l'être humain a rêvé et surtout à chercher à injecter de l'automatisation et de la robotisation dans sa vie. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que selon moi, il est capital de s'intéresser un minimum à la psychologie humaine pour bien cerner les motivations et les enjeux, notamment les risques et les opportunités. Techniquement, je souhaite mettre l'accent sur 3 problèmes. Bien évidemment, il y en a bien plus, mais intéressons-nous aux 3 principaux problèmes qui vous concernent directement selon moi. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui ont des liens ou des retombées non seulement à l'échelle internationale, nationale, mais surtout à l'échelle individuelle. Problème numéro 1, c'est ce que j'appelle le vol à l'arraché de la subsistance. L'intelligence artificielle est une vraie révolution. Je la classe dans la même lignée que la révolution de la voiture, de la locomotive, l'avion, l'imprimerie, Internet ou encore le smartphone. Et comme toute bonne révolution digne de ce nom, elle est destructrice. L'économiste américain du 20e, Joseph
Schumpeter a popularisé dans son livre Capitalisme, Socialisme et Démocratie, publié en 1942, le concept de destruction créatrice. La destruction créatrice désigne un processus de disparition d'activités de production devenues obsolètes qui sont remplacées par des activités nouvelles rendues possibles grâce à des entrepreneurs innovants. Il a employé l'image d'un ouragan perpétuel. Si je vous dis locomotive, smartphone, internet, voiture ou avion, quels métiers ont été impactés ou ont disparu selon vous? Je suis sûr que vous avez plusieurs exemples qui vous viennent en tête à l'instant T. Pas vrai? Et comme l'histoire bien souvent se répète naturellement, l'intelligence artificielle va impacter de nombreux secteurs d'activité et de nombreux métiers. Ça a déjà commencé. Mais là où le bas blesse, c'est que des métiers jugés entre guillemets à plus haute valeur ajoutée parce qu'ils nécessitaient un grand nombre de compétences, d'études ou d'expériences ou un mix de tout ça et parce qu'ils étaient presque intouchables tels que les experts comptables, les architectes, les médecins ou encore les avocats sont et vont être de plus en plus concernés et impactés avec l'accélération et surtout la modernisation des outils. Même si le travail est avant tout torture, et oui, l'être humain est par définition, sauf exception, procrastinateur aka flemmard. D'ailleurs, si on s'intéresse à l'étymologie du mot travail, il vient du latin tripalium qui est un instrument de torture constitué de 3 pieux. 88% des gens ne sont pas passionnés par leur travail selon l'Institut Gallup. Le travail constitue bien souvent le liant, le ciment ou le fil rouge des 5 besoins mentionnés par la pyramide de Maslow, à savoir les besoins physiologiques. En effet, le salaire permet de se nourrir, de se vêtir, de se loger, etc. Le travail assure une certaine sécurité, une certaine visibilité et une certaine stabilité, même si entre nous, tout est remis en question de nos jours, notamment le modèle traditionnel études, CDI, retraite, pas vrai? Le besoin d'appartenance à travers notamment ses collègues de travail ou par exemple les loisirs et les opportunités rendues possibles grâce au pouvoir d'achat. Le besoin d'estime, effectivement, un métier permet d'avoir un certain respect de soi, une appréciation des autres et une certaine confiance en soi. Il suffit de discuter avec des chômeurs de longue durée qui veulent travailler pour se rendre véritablement compte de l'impact de l'absence d'activité. Et enfin, le besoin d'accomplissement de soi est également bien souvent tributaire d'une activité professionnelle. Une fois qu'on a dit ça, maintenant imaginez et rajoutez toutes les professions dites entre guillemets à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire qui nécessitent peu de qualifications, et toutes les professions libérales ou les entrepreneurs indépendants ou freelance, etc., qui nécessitent peu ou pas de réflexion poussée et qui nécessitent peu ou pas de gestion émotionnelle adaptée. Je pense par exemple aux rédacteurs web débutants, aux créateurs de sites basiques, aux téléconseillers qui répondent à des questions basiques ou encore aux agents d'entretien dans des lieux spécifiques, etc., etc. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Bref, la palette des métiers sujets à automatisation et ou robotisation est très large et va continuer à s'élargir. Par conséquent, il est normal et logique que des millions de personnes soient inquiets à l'idée de se retrouver dans une situation dramatique avec le risque de ne pas pouvoir rebondir et ce suffisamment rapidement. On passe au problème numéro 2. En fait, je viens de le mentionner et il est lié au problème numéro 1, c'est ce que j'appelle la conscientisation de la perte de contrôle. En clair, pour faire simple, ce sont toutes les émotions et l'état interne liés à la perte de contrôle et de pouvoir qui mènent à une sensation de perte de liberté qui se transforme bien souvent en réalité. Un bon exemple, c'est celui des deepfakes ou hypertrucage, qui est une technique de synthèse multimédia qui utilise l'intelligence artificielle et qui peut servir à superposer des fichiers audio et vidéo sur d'autres fichiers audio et vidéo. En clair, la technologie peut par exemple changer des visages et reproduire des voix pour faire dire des intox. Que ce soit les fausses vidéos d'annonces publiques de Donald Trump, Obama ou Merkel, ou encore les hypertrucages de célébrités ou influenceurs qui se sont retrouvés sur des sites, disons, d'adultes, les exemples ne manquent pas. Le problème numéro 3, on peut dire qu'il transcende clairement les deux premiers. C'est ce que j'appelle à la poursuite de l'éternel. Effectivement, il est lié à un phénomène, une tendance, une philosophie qui commence à réellement s'amplifier depuis une dizaine d'années aux États-Unis, le transhumanisme. Beaucoup de millionnaires et milliardaires, notamment américains, se définissent ou sont considérés comme des transhumanistes. Le transhumanisme est un mouvement culturel intellectuel, disons une philosophie qui vise à promouvoir l'usage des sciences et des technologies afin d'améliorer la condition humaine en augmentant les capacités physiques et mentales des êtres humains avec pour but ultime la suppression du vieillissement et de la mort. Rien que ça.
Cela passe par exemple par la cryogénisation, comme dans les films où ils congèlent les morts en espérant pouvoir les ressusciter. D'autres exemples, ça passe également par la volonté de régénérer les cellules ou encore la fusion entre l'humain et la machine avec comme point de départ l'implémentation de puces dans le cerveau, comme dans de nombreux films hollywoodiens. Car vous le savez, parfois, la réalité dépasse la fiction. Elon Musk, qui entre nous ne se définit pas comme un transhumaniste, a communiqué sur un de ses projets d'implant cérébral Neuralink avec des tests effectués sur des cochons. Bon, une fois de plus, tout ça n'est pas nouveau. L'homme avec un grand H a toujours été fasciné par la vie éternelle puisqu'on retrouve des éléments, que ce soit dans les religions abrahamiques, le bouddhisme, chez certains yogistes, la mythologie grecque, romaine et nordique qui mentionne la jeunesse éternelle ou encore la fontaine de jouvence qui est mentionnée dans la mythologie biblique et classique en passant par l'élixir de longue vie qu'on le retrouve dans différents mythes ou livres chinois, indiens et européens, sans oublier les traces de recherche d'immortalité laissées par les pharaons d'Égypte, les hommes de Cro-Magnon et de Néandertal et dans certains récits de Platon ou encore la fascination des personnes victimes du syndrome de Highlander, ces adultes ayant un corps d'enfant. En d'autres termes, si je devais être réducteur, certains multimillionnaires ou milliardaires cherchent à tout prix à échapper à la mort, par exemple en extrayant et en téléchargeant toutes les données de leur cerveau pour les intégrer dans un robot et pourquoi pas télécharger une version améliorée. Ça vous paraît farfelu? Eh bien, beaucoup de riches y croient dur comme fer. Bien entendu, il y a des étapes intermédiaires, comme l'amélioration de la santé, les outils et les logiciels d'Apple et de Google par exemple, et d'autres entreprises des GAFAM permettant de mieux soigner et idéalement anticiper les maladies. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir qui entraîne une course effrénée qui génère inévitablement des retombées et des changements au niveau individuel. Bon, quand on s'intéresse à la psychologie humaine, on comprend que bien souvent l'être humain a des désirs profonds, motivés par des résultats ou des conséquences concrètes et immédiates en ignorant les conséquences existentielles et les résultats éloignés dans le temps. Et pourtant, tout est lié. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vrai? Dans la lignée, si vous posez la question à un millionnaire ou un milliardaire d'un certain âge, et même à la plupart des personnes actives, et même à la plupart des personnes lambda, d'un désir ardent, inaccessible qui serait rendu possible, c'est quasi certain que la réponse aura un lien direct ou très étroit avec le temps. D'ailleurs, nombreux sont les entrepreneurs, les actifs et les personnes de manière générale qui aimeraient avoir plus de temps pour accomplir plus ou plus de temps pour accomplir moins et profiter davantage. Rappelons que l'être humain recherche in fine deux choses principales, le plaisir et l'évitement de la douleur. En d'autres termes, il est à la poursuite du bonheur. Et le bonheur est lié au temps. C'est la fin des devoirs à la maison. C'est ce qu'a tweeté Elon Musk quelques semaines après le lancement de ChatGPT. D'ailleurs, le lancement de ChatGPT a été historique puisque 1 million d'utilisateurs ont rejoint la plateforme en 5 jours seulement. À titre de comparaison, Netflix a mis 43 mois, Facebook 11 mois et Instagram 2 mois et demi pour atteindre le même palier. Elon Musk a lancé plusieurs pavés dans la mare depuis plusieurs années. Ça fera l'objet très certainement d'une future vidéo détaillée. Alors abonnez-vous dès maintenant pour être notifié de sa sortie si vous souhaitez la découvrir. Avec l'énorme buzz autour de ChatGPT, vous avez très certainement à minima une petite idée de ses capacités. Une fois n'est pas coutume, pour le fun, j'ai demandé à ChatGPT de me dire ce qu'il était capable de faire. Et voilà ce qu'il m'a cité. Donc, ChatGPT peut créer des chatbots capables d'apporter des réponses pertinentes, générer du contenu écrit tel que les articles, des histoires, des scripts, des titres, des descriptions, des sommaires, etc., etc. Répondre à des questions techniques dans des domaines très pointus, traduire des textes dans de nombreuses langues, analyser des textes, retranscrire, dicter, améliorer des requêtes, créer des systèmes de dialogue, générer des paroles, trouver des noms de marques, créer des guides de voyage, produire des emails, des textes de vente, des foires aux questions, des scénarios, etc., etc. Et bien plus encore. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, et là, je n'ai parlé que de la partie texte. Les nouvelles versions de ChatGPT deviennent de plus en plus puissantes au niveau de l'image, et petit à petit vont devenir de plus en plus puissantes au niveau de l'audio et de la vidéo. À titre indicatif, la V2 de ChatGPT, sortie seulement 5 mois plus tard, était déjà 570 fois plus puissante que la version précédente. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur 3 stratégies marketing centrales qui ont grandement contribué au succès phénoménal de cet outil dont vous pouvez vous inspirer. Numéro 1, la puissance d'une offre irrésistible. ChatGPT a chamboulé beaucoup de croyances business présentes chez beaucoup d'entrepreneurs et surtout partagées par beaucoup d'experts ou pseudo-experts. Effectivement, l'expérience utilisateur de la première version publique de ChatGPT était plutôt mauvaise. En effet, il buguait souvent, les réponses n'étaient pas toujours précises, il était long à la détente et pourtant les utilisateurs continuaient d'affluer à vitesse grand V et la croissance a été exponentielle. Des centaines de milliers d'utilisateurs réclamaient même une version payante pour éviter ces problèmes. En clair, l'offre centrale était tellement bonne que les clients étaient
entre guillemets, prêt à souffrir pour l'obtenir et pouvoir l'utiliser. C'est le même principe que les gens qui campent devant les Apple Store. L'offre irrésistible est capitale. Une offre irrésistible, c'est une offre, c'est-à-dire une combinaison unique où le prospect n'a pas besoin de réfléchir. C'est une offre que l'on veut immédiatement. Mark Joyner, dans son livre The Irresistible Offer, How to Sell in 3 Seconds or Less, définit l'offre irrésistible comme étant une offre identitaire centrale pour un produit, un service ou une entreprise où le retour sur investissement crédible est communiqué de manière si claire et si efficace qu'il est immédiatement compréhensible, tellement clair qu'il faudrait être idiot pour la laisser passer. L'offre irrésistible vous concerne que vous soyez entrepreneur, coach, consultant, thérapeute, formateur, freelance et même salarié. Bref, à chaque fois que vous devez vendre ou vous vendre, je vous invite à réfléchir et méditer en termes d'offres irrésistibles. La stratégie numéro 2, le freemium. Le mot freemium est obtenu via la contraction de deux mots anglo-saxons, free, donc gratuit, et premium, que l'on pourrait traduire par haut de gamme. En d'autres termes, c'est un mix entre une offre gratuite et une offre payante. C'est l'une des stratégies centrales qui a été utilisée par ChatGPT et qui est utilisée par de nombreux logiciels SaaS, applications et autres produits et services dans de nombreux domaines. Évidemment, cela présente des avantages et des inconvénients. Voici les 3 principaux avantages. Numéro 1, c'est plus facile à vendre. Oui, qui dit offre dit message, qui dit message dit vente. Numéro 2, il y a une possibilité de croissance forte de manière rapide. Et enfin, numéro 3, un grand boost de la notoriété. En parallèle, voici les 3 principaux inconvénients. Il faut investir du temps, de l'énergie et de l'argent. Le modèle n'est pas toujours facilement applicable. Cela dépend des offres et des secteurs d'activité. Et enfin, sauf exception, il faut avoir une vision à moyen et long terme. En clair, on peut résumer ce modèle en 3 étapes simples. Étape 1, le lancement d'une offre de service gratuite de qualité. J'insiste bien sur de qualité. Étape 2, le développement du nombre d'utilisateurs et de la notoriété. Étape 3, le lancement d'une offre payante de qualité, une fois de plus. Ce qui est sûr, c'est que cette stratégie est redoutable si elle est bien maîtrisée et bien utilisée en tenant compte des subtilités. Seth Godin, un expert américain et ponte du marketing, avait dit en 1999 dans une interview publiée dans le magazine d'affaires américain Fast Company suite à la publication de son livre Permission Marketing: demain, chaque entreprise qui voudra mon attention devra m'offrir des bénéfices tangibles. De nos jours, face à la concurrence toujours plus féroce, cette stratégie est une bonne manière de tirer son épingle du jeu quand elle est utilisée avec clairvoyance. La stratégie numéro 3, la réponse à un besoin profond. Je l'ai mise en 3e position pour boucler la boucle, mais en vrai, c'est l'élément clé qui permet de définir l'offre, puisqu'une offre est avant tout et surtout une solution qui répond à un problème, idéalement un problème douloureux et urgent. Cet outil répond à plusieurs problématiques que j'englobe. La problématique principale de gain de temps. De tout temps, la volonté centrale de l'être humain a été d'aller toujours plus vite, au niveau production et surtout au niveau consommation, le plus vite possible. Par exemple, le déplacement à 4 pattes puis à 2 pattes, la marche puis la course, le skateboard, les rollers, le vélo, la moto, le train, l'avion, la fusée, etc., etc. La chasse, la pêche, l'agriculture, le restaurant, le fast-food, les aliments en poudre et bientôt la perfusion. Les livres, les audios, les vidéos, YouTube, TikTok et bientôt la puce intégrée. Voilà ce que vous pouvez faire dès maintenant. Arrêtez de stresser si vous êtes stressé et commencez à stresser si vous n'êtes pas stressé. Clairement, comme souvent, il y a 2 camps, parfois extrémistes, qui s'opposent, les pessimistes invétérés et les opportunistes rêveurs. Pour moi, la vérité se trouve quelque part entre les deux. Alors non, vous n'allez pas gagner 10 000 € ou 10 000 $ par jour en travaillant 9 minutes 37 grâce à ChatGPT. Et non, votre patron ne va pas vous virer la semaine prochaine, peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années, à cause de ChatGPT, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Et non, 80% de vos clients ne vont pas bloquer votre numéro du jour au lendemain. Mais si vous pensez sincèrement que l'IA va vous remplacer, il y a de fortes chances qu'elle le fasse dans un avenir plus ou moins proche. Ce qui peut être intéressant de garder en tête, ce sont 3 points essentiels, en revenant aux fondamentaux. Numéro 1, la machine reste une machine. Certes, de plus en plus puissante, mais ça reste une machine qu'il faut utiliser comme un outil qui permet de gagner de la puissance, de la vitesse, de l'endurance, du temps, de la productivité, etc., etc. C'est un peu comme un tracteur pour un agriculteur ou un chien pour un berger. Ça les aide, ça apporte de la valeur, ça augmente la valeur, mais ça ne les remplace pas. Le magazine américain Scientific American résume ce que je viens de vous dire d'une manière intéressante en disant, je cite, « La croyance que l'intelligence artificielle est un outil universel tel une panacée qui vous fournira comme par magie des solutions grâce à une collecte de quelques données est trompeuse et finalement dangereuse car elle empêche d'autres solutions efficaces d'être mises en œuvre plus tôt ou même d'être explorées. Au lieu de cela, nous devons à la fois nous intéresser à l'IA de manière responsable et comprendre où et comment elle peut être raisonnablement appliquée. En clair, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne remplace pas encore la réflexion humaine poussée, la gestion des émotions, la finesse, la créativité affûtée, etc., etc. En d'autres termes, l'intelligence artificielle n'est pas et ne sera pas la solution ultime à tous les problèmes. Abraham Maslow a dit,
Je suppose qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, de tout traiter comme s'il s'agissait d'un clou. Numéro 2, le meilleur moyen de limiter l'impact, c'est de se former, continuer de développer ses compétences, de se faire accompagner pour mieux comprendre, agir de manière efficace en étant éclairé et émotionnellement stable pour ne pas rater l'opportunité et surtout ne pas rater l'opportunité dans l'opportunité. L'inconnu est le meilleur ami de la peur et l'insouciance est l'une des meilleures amies de l'action. Numéro 3, dans la majorité des bons films de robots, à la fin, c'est l'humain qui gagne. Je reste convaincu que la puissance du cerveau collectif a encore de beaux jours devant elle. En conclusion, le monde change en permanence et aucun secteur d'activité n'est épargné et encore moins les secteurs d'activité concurrentiels. L'intelligence artificielle est en train de se démocratiser, elle est de plus en plus compacte, accessible et puissante. Comme toujours, les entrepreneurs, les experts, les freelances, les coachs, les consultants, etc., qui ne vont pas s'adapter, être plus créatifs et surtout agir rapidement, vont très certainement grandement en pâtir dans les prochains mois et les prochaines années. L'intelligence artificielle, pour l'instant, ne remplace pas le cerveau humain et les compétences à forte valeur ajoutée. Ça a été créé par des mathématiciens. Pour l'instant, elle utilise vulgairement, entre guillemets, des maths. Elle va devenir dangereuse quand elle sera beaucoup plus puissante et qu'elle aura trouvé un moyen de maîtriser les émotions. Ça peut arriver plus vite que prévu, puisqu'à titre d'exemple, en accumulant une quantité astronomique de dialogues et de scripts, la machine peut dans un premier temps simuler l'empathie à travers la qualité des réponses délivrées. Comme souvent, la stagnation n'existe pas, soit on avance, soit on recule, et si on recule trop, on va s'embourber, être éliminé, voire mourir, notamment économiquement et socialement. L'intelligence artificielle est là pour durer, s'installer et grignoter des parts, puisque les enjeux, notamment économiques, stratégiques et politiques, sont gigantesques. Elle s'inscrit dans le prisme des NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. En d'autres termes, il y a une convergence, en tout cas une interconnexion des disciplines de plus en plus croissante, focalisée sur des problèmes profonds, communs. En clair, il faut apprendre à surfer sur la vague en faisant du judo pour ne pas boire la tasse. What's amazing is that if you think about that 1984, the Terminator was called a science fiction movie, but today, all of the stuff that we talked about then has become a reality, except that machines are not yet self-aware. The more we can do manually, the better you will be off. So you got to find the balance between manual and using the machines and not abusing the machines and not abusing the body. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.